Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Mali a 60 ans, 6 décennies durant lesquelles le Mali aura connu un parcours en dents de scie avec des hauts et par moments des bas également. Ce 60e anniversaire de notre indépendance nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de notre pays. Et à l'occasion, nous avons décidé d'initier une série d'entretiens avec les anciens présidents de la République. Et ce soir, nous sommes avec Amadou Toumani Touré. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous recevons ce soir pour nous entretenir avec vous sur votre parcours, sur l'histoire de notre pays. Et vous avez dirigé la transition au Mali, c'était en qualité de président du CTSP de mars 1991 à juin 1992. Vous avez été élu par la suite président de la République du Mali de juin 2002 à mars 2012 avant qu'un coup d'État ne mette fin à votre mandat. Parfait. Alors, 8 ans après, Monsieur le Président, comment vous sentez-vous? Je me sens bien. J'ai fait 7 ans d'exil à Dakar. C'est l'occasion certainement de saluer et remercier mes frères du Sénégal. Je ne me suis jamais senti seul. Et les Sénégalais, partout où je passe. Je n'arrive même plus à payer le taxi parce qu'ils disaient tout de suite, c'est pas à tété. J'ai dit, oui, tu ne payes pas. Donc c'est pour vous dire que tout ce que j'ai vécu, mais je l'ai fait pour notre pays. Ensuite, il y a un point fondamental également, monsieur le directeur général, qu'il faut souligner. Je suis avant tout et après tout un soldat. J'ai été préparé pour le sacrifice et le plus extrême. Donc rien n'aurait pu me branler et faire changer d'avis. Comme vous l'avez dit, c'est vrai. Je voudrais d'abord, si vous permettez, de faire un petit clin d'œil à mes cousins les Keïta. Je ne les ai pas oubliés, évidemment. J'ai mon petit-fils. Il est Sékou, mais malheureusement Keïta, ou bien heureusement Keïta pour faire plaisir à certains. Après le cinquantenaire, il y a un journaliste talentueux qui m'a regardé en face et m'a posé une question qui m'a embarrassé et je n'ai pas trouvé de réponse. Il m'a dit, mais monsieur le président, le 22 septembre 1960, où étiez-vous? J'avais 10 à 11 ans. J'avoue que je ne me rappelais absolument de rien du tout. Je n'ai pas pu répondre à cette question. J'avais une petite honte, mais quand même, à 11 ans, vraiment, tout est effacé. Ensuite, les préoccupations de l'indépendance et tout, c'est le problème des adultes, ce n'est pas les miens. Alors, lorsqu'ils ont fait la cérémonie au stade Omnisport pour le défilé civil, j'avais mon petit-fils, Sékou Mohamed Keïta. J'ai dit, Sékou, tu viens avec moi, on va aller au stade Omnisport. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il y a un défilé et tout, tu vas aller voir. Je l'ai porté, on est parti. Nous avons regardé tout le défilé. Après le défilé, j'ai dit, Sékou, si au centenaire, on te posait la question de savoir où est-ce que tu étais, au cinquantenaire, tu auras le loisir de dire que tu étais sur les genoux de ton grand-père et tu as regardé le défilé civil. Et je pense que c'est important parce que moi, je n'ai pas pu répondre à la question. Parler du Mali, comme vous l'avez dit, nous sommes obligés de sortir un peu de 60 ans, avec votre permission. Parce qu'il y a eu les pionniers de l'indépendance. Et ces pionniers de l'indépendance, je les classe en 2 groupes. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas les citer tous. Mais je me permettrai de citer quelques-uns. Mamadou Konaté, Fili Dabo Sissoko, Modibo Keïta, Amadou Diko, Tidjane Faganda Traoré, Sidibé et bien d'autres. Ils sont très nombreux, eux et leurs jeunes, qui se sont battus, syndicalisme, qui se sont battus sous toutes les formes pour pouvoir faire en sorte qu'un jour, notre pays soit indépendant. L'occasion a été donnée au président de l'Assemblée à l'époque, Maman Alassane Haïdara, de venir avec beaucoup d'emphase à l'Assemblée que nous connaissons aujourd'hui pour proclamer le Mali indépendant. Et je pense que tous ces gens, avant de parler, je l'ai dit, merci tonton, merci papa, vous avez fait un travail remarquable. Nous ne sommes pas encore à votre hauteur, mais on fera tout pour mériter votre confiance. Mais il y a les militaires aussi. Et lorsqu'on parle des militaires, je parle du général Abdoulaye Soumaré, dont j'ai l'orgueil de porter le nom de promotion. Ma promotion, c'est la 4e promotion de l'école militaire. Et cette promotion s'appelle général Abdoulaye Soumaré. Les frères Drabo Keletiki et Pirana, le colonel Sékou Traoré qui a été l'un des chefs d'état-major de l'armée du Mali, Mohamed Ould Issa, les frères Balakone et du reste, eux aussi nos pères, il y en a beaucoup. Mais je me contenterai de dire ceci. Je voudrais, avant de commencer, les remercier et les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait de ce pays. Et un point fondamental également qu'il faut souligner, je voudrais également qu'on parle du Mali en 1960. Justement, le Mali en 1960, quelle est votre vision de ce Mali-là? Le Mali en 1960, je me suis dit qu'il faut que les Sékou et les autres à qui nous parlons du Mali d'aujourd'hui, on les dise d'abord où on était en 50.
En 1960, le Mali avait 20 cadres supérieurs seulement. Et en 2010, lorsque j'ai fait mon discours du cinquantenaire, on était à 12 500. Route bitumée, tout ce qu'il y a. Le Mali n'avait que 350 km en 1960. Aujourd'hui, nous avons 5 700 km. C'est-à-dire, si on quittait Bamako, on n'arriverait pas à 100. Si on partait à Mopti, on aurait fini les 350 km. D'autre part également, il faut parler de ce qui était notre atout le plus important. Et les jeunes générations, et ceux qui veulent gérer le Mali demain, je pense que le Mali sera d'abord agro-pastoral. C'est là que nous avons les richesses les plus avérées. Et pour cette raison, en 1960, on avait 50 000 hectares en tout et pour tout. Mais en 2010, on avait 350 000 hectares. Pour ce qui concerne le réseau électrique. En 1960, on avait 2 mini-centrales, Dar Salam et Felou. En 2010, on avait 19 centrales autonomes et 6 centrales à réseau interconnecté. Donc c'est pour vous dire un peu le parcours, d'où est-ce que nous sommes partis pour y arriver. Parce qu'en regardant les autres pays, dire qu'est-ce qui a été fait, j'ai vu que les gens étaient très sévères vis-à-vis de ce qui n'a pas été fait. Mais il fallait qu'ils nous disent d'abord où on en était pour en arriver là. Et d'autre part, je parle de l'armée malienne, que vous connaissez bien, Salif. L'armée malienne a été créée entre le 1er octobre 1960 et le 20 janvier 1961. Nous avons commencé en tout et pour tout avec un effectif de 1272 éléments. Un officier général, 5 officiers supérieurs et 46 officiers. Donc c'est pour vous dire quel est le parcours qui a été fait. C'est là qu'il y a quelque chose que nous devons rappeler. Ces papas et ces vieux, nos oncles qui ont quitté l'armée coloniale française pour venir, la plupart d'entre eux ont laissé tous leurs droits. Ils n'avaient pas atteint la retraite proportionnelle qui était de 15 ans et la retraite définitive de 30 ans. Donc ils ont tout abandonné. Dès que le Mali a été indépendant, ils ont tout laissé tomber, ils sont revenus et ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient comme droit acquis. Ils avaient vraiment foi au Mali et ils avaient foi en l'armée qu'ils avaient intégrée. Exactement. Parce que très souvent, on oublie ce petit sacrifice. Et comme vous l'avez dit, ils avaient foi au Mali. Et ils nous ont laissé une armée qui, aujourd'hui, nous tourne entre 40 et 50 000. Ce qui est extrêmement important, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Et là aussi, certainement, nous aurons le temps de le faire. L'Union soudanaise RDA, par le président Modibo Keïta et les autres nos généraux, nos officiers supérieurs, ont demandé l'évacuation des troupes françaises du Mali. Les premières troupes sont parties en 1961. Le 8 juin, déjà, ils ont quitté Kati. Le 8 juillet, ils ont quitté Tessalit, qui était une base extrêmement importante. C'était la piste la plus grande, nettement plus que Semou. Le 2 août, ils ont quitté Gao. Et en septembre, ils ont quitté la base que nous connaissons, où vous avez presque grandi, la base aérienne de Bamako. C'est pour vous dire également là où est-ce que nous sommes partis et quels sont les sacrifices que nous avons consentis. Nous ne l'oublierons jamais. Et à vous entendre parler de ces engagés, les premiers militaires, on peut dire quelque part, c'est depuis cette époque que vous avez eu vraiment cet amour pour l'armée. C'est pour vous dire, Salif, vous savez que à Mopti, à un moment, mon papa trouvait que j'ai joué trop l'enfant gâté. Et que si on ne me faisait pas quitter auprès de lui, parce que c'est lui qui me gâtait quand même, on ne sait pas ce qu'ils allaient devenir. Mon père a décidé de me confier à mon oncle Amadou Sissoko, qui était enseignant à Tombouctou. Et lorsque nous sommes partis à Tombouctou, vous avez vu la mosquée Djengareber. Elle fait face au camp militaire. Nous, on logeait derrière la mosquée Djingare. Donc j'avais un choix à faire. Dans tous les cas, j'étais musulman. Mais l'attraction la meilleure que j'avais, c'était chaque matin d'aller voir les troupes monter les couleurs, descendre les couleurs. Je voyais les jeeps et tout. C'est là que s'est façonnée la vocation. À partir de là, j'ai juré et j'ai souhaité que moi, un jour, je serai militaire. J'ai fait une carrière. Je ne suis pas le plus brillant, loin de là. Il y a une destinée et ensuite une main de Dieu. J'ai quitté l'armée, général d'armée, et je pense que j'ai eu ma part. Et cela fait plaisir à savoir parce qu'on sait que quelqu'un qui est engagé par amour dans l'armée et quelqu'un qui vient simplement pour trouver du travail, ça ne donne pas le même résultat. C'est réel. C'est réel. Ensuite, il y avait quand même, Salif, j'ai travaillé avec des anciens que j'ai commandés dans mes différents commandements, et essentiellement chez les paras. J'ai vu des vieux, tu les donnes à écrire, ils ne savent pas écrire ni rien du tout. Mais c'était des braves soldats. Parce que le problème, le caractère important, vous-même, vous connaissez un peu, vous avez vécu dans un camp et grandi dans un camp, c'est surtout le caractère militaire.
Ce sont des gens qui sont venus avec une vocation, un désir, et ils voulaient être militaires, ils l'ont été, et ils ont fait tout pour le rester. Et très souvent, ces gens-là sont nettement meilleurs que certains universitaires que j'ai rencontrés, que j'ai commandés aussi. Donc la vocation était une chose très importante. C'est ce qu'on appelle l'esprit militaire. Quel que soit ce que vous connaissez, si vous n'avez pas cet esprit militaire, non. Il y a des gens que j'ai vus. Lorsque je suis arrivé au Para, ceux qui nous ont enseigné, c'était des caporaux et des soldats. Nakoro Famba, Seriba Berté et tout le reste. Des caporaux et des soldats qui nous ont enseigné comment faire sauter en parachute, comment faire tout. Les différentes astuces et tout, les explosifs et tout, c'est eux qui m'ont appris. Et pourtant, ils étaient des caporaux. Et moi, je suis venu sous le temps, venant d'une école. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a ce que vous avez dit qui existe. Et cela a été fantastique. Et je félicite encore la descendance de ces gens. Je salue pour le sacrifice qu'ils ont consenti pour notre pays et que leur âme repose en paix. Alors on parle des 60 ans du Mali. Si l'indépendance politique a été obtenue de manière pacifique, elle a été précédée par 75 ans de résistance aux quatre coins de l'ex-Soudan français. Et au regard de la situation sécuritaire actuelle que le Mali traverse, peut-on affirmer aujourd'hui que le Mali a perdu le fil héroïque de ce récit? En partie, mais pas totalement. Ça dépend de l'interprétation qu'on veut donner. Mais avant d'y arriver là, je voudrais que vous acceptiez que je tire ma conclusion sur ce que le Mali était. Le 22 septembre 1960, le Mali avait 4 millions d'habitants. En 2010, lorsque je faisais mon compte pour faire mon discours de cinquantenaire, le Mali avait 15 millions. Ça fait 15, vous imaginez le nombre de dispensaires, le nombre de routes, le nombre d'écoles, le nombre d'emplois. Tout ce qu'il fallait créer de 4 à 15, ce n'est pas aisé et ce n'était pas facile du tout. C'est vrai, nous sommes un peu plus guerriers. Mais cependant, je voudrais quand même, Salif, rappeler quelque chose. Chaque génération fera sa part des devoirs, la nôtre, nos enfants. Dans l'édification de notre nation, elle sera aussi confrontée, chacun au défi de son temps. 75 ans, c'est vrai, nous nous sommes battus. 75 ans, nous nous sommes affirmés. D'ailleurs, il y a un général français qui était colonel à l'époque, Baratier, qui a participé aux troupes d'invasion coloniale, qui a fait vraiment des appréciations particulièrement élégantes vis-à-vis de nos forces et vis-à-vis de nos troupes. Il disait que la guerre coloniale au Soudan n'a pas été chose facile. Contrairement à ce qu'ils ont rencontré dans bien d'autres pays, c'est au Soudan qu'ils ont rencontré la chose la plus difficile. Et c'est au Soudan que s'est forgée la doctrine de l'armée coloniale française, et c'est au Soudan qu'ils ont connu certains chefs français particulièrement importants qui sont devenus plus tard même des maréchaux. Ils ont servi ici, au Soudan, et ils se sont battus pour y arriver. Pendant 75 ans, nous nous sommes battus un peu partout. La première de ces batailles a commencé à Saboutsiré le 22 septembre 1878. Les gens m'ont dit, j'ai dit non, j'ai fouillé, j'ai demandé, on m'a dit. C'est en souvenir du 22 septembre 1878 que les Modibo Keïta et nos papas, à l'époque, ont décidé de retarder et de remettre à ce que notre indépendance puisse coïncider avec cette date. Pour répondre au défi du 22 septembre 1978 à Saboutsiré, nous avons attendu le 22 septembre 1960 pour que le Mali soit indépendant. C'est à Saboutsiré que nous avons entendu le premier coup de canon des Français qu'ils ont tiré sur le Tata. Et c'est également le 22 septembre que nous avons eu les premières ripostes où nous avons tiré pour la première fois sur les troupes d'invasion coloniale. Évidemment, il y a eu un vaste mouvement de résistance. À Nyoro du Sahel, à Ouélé-Sebougou, Sigasso avec les frères Tcheba et autres, à Belena, à Yangasso, à Tominya, Banana, Koro, à Koumi et à Anderboukan avec Firoun. Ils n'ont pas laissé, ils se sont battus jusqu'au dernier. Et les éloges qui ont été faits par ceux-là même qui les ont combattus et les témoignages, la meilleure qu'on pouvait adresser à des hommes. Ils ont dit, nous avons trouvé des hommes qui mouraient sans bruit et on s'est battu parfois juste dans les cases, aux confins des cases, ils n'ont jamais voulu lâcher. Et pour dire le nombre, en 1890, il y a eu la bataille de Maïl. C'est une localité que j'ai visitée, pas loin de Nyoro du Sahel. 9000 morts en une journée. C'est là que les troupes de El Hadj Oumar, un de ses neveux, qui s'appelait Amirou
Djoulbe, c'est-à-dire le chef de ceux qui prient, et lui, Archinard, se sont affrontés. 9000 morts en une seule journée. Mais il y a eu encore une autre, plus loin, à Tombouctou, Takoubao. À Takoubao, c'était les frères Bonnier qui ont été complètement laminés et battus par les troupes Touareg qui étaient en révolte. Donc tout ça, ce sont des signes qui prouvent que nous n'avons jamais été piétinés. Parfois, nous avons perdu, mais nous sommes restés toujours droits dans nos bottes. Et là, c'est une histoire vraiment riche. Ça montre que le Mali, c'est un pays séculaire qui vient de très loin avec des hommes valeureux, en tout cas qui ont enseigné la bravoure et l'amour de la patrie. Fouillez vous-même à leur thème. Toutes nos grandes chansons tournent sur les guerriers. C'est des chansons de gestes limites. Et la plupart de ces grands chefs ont été en même temps des chefs militaires. Et je crois que la bravoure au Mali est une vertu. Et c'est là extrêmement important. Les gens se poseront, mais au fond, à un moment, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être ça fera l'objet d'une autre émission. Mais c'est l'occasion également de saluer ce qu'ils ont fait. Niamoudi Sissoko, qui était le chef de Sabou Siré. Bandjougou Diarra, Chérif Amala, qui a fait sa révolte et sa résistance sur une autre forme. Firoun, le grand chef Touareg. Tcheba, Babemba, El Hadjoumar, qui a fait sa guerre d'une certaine manière. Mamadou Lamine et Sambouri Touré. Et bien d'autres qui ont fait la guerre et qui se sont battus, et que nos enfants et nos petits-enfants doivent connaître l'esprit et les sacrifices qu'ils ont consentis. Et cela nous amène également à parler des foyers insurrectionnels. Il y a eu le Bélédougou avec Komi Djossé, Traoré. Il y a eu la région de la Volta avec Yerobanga. Il y a eu la région du Bani avec Banzani Terra. Lorsque je me suis porté dans un village et que j'ai été construire là-bas une maternité au profit de la population Bobo, ils m'ont dit, mais on t'a trouvé un nom. J'ai dit, mais mon nom c'est quoi? Il dit, désormais, on t'appelle Banzani. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avoue, Salif, je ne connais pas, je ne sais pas. Ils m'ont dit, non, c'est un de nos grands héros et nous pensons que tu mérites ce titre. J'ai dit, pour avoir fait un hôpital, eh bien, tant mieux. Je suis un soldat, je préfère être héros que Outousouj. Et ensuite, il y a eu la région de Gourma et de Haute. C'est pour vous dire combien notre histoire est riche. Mais la partie la plus riche et la plus fructueuse de notre histoire au Salif, ce sont les gestes, c'est-à-dire les exploits guerriers et la manière dont les hommes se sont comportés. Le Mali est un pays riche, un pays qui a une histoire à faire pâlir de jalousie d'autres. Et c'est pourquoi quand on dit à la jeune génération que le Mali vient de loin, c'est extrêmement important que des faits d'histoire de ce genre puissent leur être racontés. Parfaitement. Salif, lorsqu'on m'a parlé de l'interview, je me suis dit que je me permettrais de faire un peu d'histoire. D'abord, il faut remarquer, à ma formation de base, je devais faire histoire et peut-être que ça me pousse de ce côté. Pour rappeler qu'à l'époque, lorsque je faisais histoire, c'était le professeur Alpha Oumar Konaré et ma soeur Adamba Konaré qui étaient nos professeurs. Et l'ancien premier ministre Modibo Keïta était notre professeur de français. Nous avons eu 3 talentueux et nous avons été les élèves pendant 6 mois à l'école normale de Badlabougou. Donc pour vous dire, ils ont mis l'histoire dans notre tête et jusqu'à présent j'ai du mal à m'en sortir. Mais il y a un point fondamental également qui est le symbole de tout ça, c'est le Tata. Aujourd'hui les gens ne retiennent que le Tata du Sgasso. Or il y a eu le Tata à Sabou Siré aussi. Le Tata est en même temps l'emblème du refus et le symbole de la liberté. Pour nous. C'est pour cette raison qu'il y a le Tata actuellement à Sgasso qui est le plus connu. Il y a eu le Tata à Sabou Siré. Il y a même un Tata à Hamdallaye avec Sékou Amadou. Donc tout ça est extrême. Et ce sont ces mêmes chefs de guerre français, Salif, qui ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit que le Soudan était la grande école où s'est formée l'armée française pour ce qui concerne les luttes coloniales. Et c'est là également qu'ils ont élaboré la doctrine coloniale française. Mais qui ils étaient? Borgny Desbordes, c'est lui qui a conquis Bamako. Lui, Archinard, c'est lui qui a conquis Ségou. Les frères Bonnier, Charles Magin, Odéou, Joseph Gallieni, Joseph Joffre, Jean-Baptiste Marchand, Baratier, Pontet et Germain. La plupart de ceux-ci ont fini généraux dans l'armée française dans les postes les plus élevés. Mais là où on peut dire qu'ils ont acquis une certaine espérance et tout, ça a été au Mali. Mais dans leurs propos, dans les livres qu'ils ont écrits à travers l'histoire, ils ont été très élogieux vis-à-vis de nos grands-pères et nos parents.
Pendant vos 2 mandats, vous avez laissé l'image d'un président bâtisseur et à entendre les ancêtres que vous citez, certainement vous avez voulu suivre leurs traces. Leurs traces, c'était trop de Salif. Je pense qu'ils ont tellement de qualités que je n'ai pas, mais j'aurais voulu être parmi un d'eux. Je me rappelle, vous savez, je vais raconter une petite histoire. À Saboussiré, il y avait Nyamodi. Nyamodi Sissou. La ville de Saboussiré a été le premier attaqué et Nyamodi a été le premier chef tué. Parce que lorsque ces hommes ont compris que la guerre était perdue plus ou moins, ils ont voulu traverser, ils ont tiré par canon sur la pirogue dans laquelle il était et il a chaviré. Et lorsque je suis parti à Saboussiré pour le fête de l'indépendance, j'avais lu dans l'histoire et les gens de Saboussiré avaient attiré mon attention sur un point. C'est que ma propre maman, qui s'appelle Mabo Sissoko, venait de Saboussiré. Et le même Nyamodi était le père de Famouri. Famouri est le père de Boubou. Et Boubou est le père de Mabou. Et Mabou est ma maman. Lorsque j'ai dit ça, on me dit, mais comment? Celui-là, il devait se donner de l'importance. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça? J'ai dit, dans tous les cas, aussi, ce qu'on a fait, attention. Nyamodi n'était qu'un petit roi de village. Moi, je suis président de la République. Donc, je ne veux pas sa place. Au contraire, c'est lui qui doit m'envier. Donc, Salif, pour la plaisanterie et tout, c'est ce que je voulais dire. Salif, c'est vrai, j'aurais voulu, je souhaite être compté. Et si l'histoire doit arrêter, je souhaite être quand même. Ceux qui ont participé à bâtir, on est tellement nombreux, les équipes et les intelligences et tout, que je ne peux que m'enorgueillir. Et raison pour laquelle il faut remonter les crises que nous connaissons aujourd'hui. Ces crises qui nous sont venues, il faut le remarquer, d'autres régions africaines, et qui malheureusement ont envahi chez nous, ou nous ont créé des problèmes avec le GSPC, avec Al-Qaïda et d'autres mouvements. Mais il faut retenir quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nos jeunes, depuis 2000, ils combattent jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas arrêté. Fatigués, épuisés. Malheureusement, dans le matériel militaire, tout se consomme en commençant par l'homme lui-même. Ce n'est pas une chose aisée. Parfois, lorsqu'on perd quelque part une seule bataille, on pense que, ah ouais, non, cela également fait partie. Il y a beaucoup de choses qu'on gagne, on parle moins. Raison pour laquelle il faut encourager. J'ai beaucoup aimé, par exemple, une émission que je vois, ou bien un slogan que je vois dans la télévision malienne. Makma et ces gens qui sortent pour dire comment ils pensaient. La première fois que j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? À force de regarder, j'ai compris le message et j'ai vu que c'est un très bon spot. Ces jeunes gens la mérite d'être aidés. À une certaine limite, c'est comme 2 équipes de football qui s'affrontent. L'équipe de Mali est nôtre. Nous n'avons pas d'autre choix que de supporter la nôtre. Et ces jeunes gens, ils ont besoin de ça. Parce qu'au-delà de tout, ce qui est le plus important, la guerre ne se gagne pas seulement au matériel. La guerre se gagne au mental. Alors, vous avez fait beaucoup de réalisations. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus donné satisfaction? Il y a les chantiers routiers, il y a les hôpitaux. En tout cas, vous avez été perçu un moment comme étant vraiment un président bâtisseur. C'est vrai, Salif. Il y a un point extrêmement important. Parce que si vous avez dit que nous avons bâti, nous avons réussi, j'ai été parfois aussi profondément choqué et déçu. En 2006 déjà, j'ai attiré l'attention de notre communauté sous-régionale et tout, en leur disant ce que je vois et les caractéristiques de cette guerre que nous voyons au Nord Mali. C'est une guerre frontalière, de frontière à frontière. C'est une guerre asymétrique comme les gens le disent aujourd'hui. Et c'est une guerre compliquée à laquelle l'armée n'est pas préparée. Il faut que nous apprenions et nous mettrons du temps. Donc pour moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de voir comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble. Étant donné que le problème est régional, il faut que nous donnions des réponses régionales. Étant donné que le problème est transfrontalier, il faut que nous donnions les réponses transfrontalières. Malheureusement, ils ont fait 11 ans pour m'écouter. Et personne n'a retenu ce que j'ai dit. 11 ans après, en 2017, qu'on est venu mettre en place le G5 Sahel. Le G5 Sahel. Et vous imaginez le temps qu'on a perdu? 11 ans. Les autres, ils ont le temps de se préparer, de s'armer, de s'organiser, de recruter, de corrompre et d'occuper le terrain. Et 11 ans après, nous, on vient se figer comme si on devait tout simplement tourner une page d'écolier. Ce qui a été extrêmement et particulièrement difficile. Ça fait partie certainement de ce que je peux être considéré comme mes échecs. Je n'ai pas réussi à les convaincre. J'ai tout fait, j'ai tout dit. Mais personne n'était là pour m'écouter. Mais pourtant, lorsque j'étais en Centrafrique comme médiateur, parce que quand même il faut que je le rappelle aussi, je vois des cadres et des anciens présidents ici,
actuellement. Mais nous aussi, nous avons été dans leur pays. Oui. Mais vous avez vu comment l'histoire tourne. Je ne vais pas les citer, ce sont des amis, et ni les indisposés ou les gênés. Mais c'est pour dire tout simplement que cette roue qui tourne, moi je suis convaincu que si on nous avait écouté à l'époque, je ne sais pas si on allait trouver la solution d'Exine, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aurait fait mieux. Et donc ce côté également m'a beaucoup gêné, énormément gêné, mais c'est comme ça la vie. Vous avez parlé du G5 Sahel qui est venu 11 ans après. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 11 ans après, ça peut inverser la tendance? Oui, mais le fait que le G5 Sahel est là, c'est déjà une chose. Mais là où il faut dire, comme septembre, moi je le dis, j'en suis ce que j'ai dit, c'est l'intervention des Serval. En tant que soldat, je ne suis pas fier que d'autres viennent intervenir à notre place. Mais nous aussi, nos grands-pères ont intervenu dans les différentes guerres qu'ils ont connues aussi. Donc c'est donnant-donnant, à la limite. Nous sommes partis pour la liberté et ils sont venus pour la liberté aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans ces débats. À l'époque, quand François Hollande venait à Bamako, il disait que la France venait payer sa dette de sang au Mali. Je suis d'accord avec lui. C'est courageux de sa part et je le félicite pour ce qu'il a dit. Parce qu'il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Lorsque j'étais en Centrafrique, je commandais les forces qui étaient d'une manière, et j'étais le médiateur qui représentait les chefs d'État du Gabon, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, la République centrafricaine elle-même, du Bénin. Donc j'avais une troupe d'à peu près près de 4000 bonhommes, plus l'armée française qui était stationnée à Bangui. À l'époque, lorsqu'on a vu que la situation était difficile, et après réflexion au niveau officier, on s'est dit que notre carence la plus importante, c'était les capacités. En ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place le RECAMP, le renforcement des capacités. On n'a jamais fait le point pour savoir où est-ce qu'on était. Et immédiatement, un beau jour, on a pris un nouveau concept. Et ce nouveau concept-là, c'est G5 Sahel. C'est pas mal. Ils ont fait un énorme travail. Ils sont venus se battre pour nous. Et nous aussi, on s'est battus pour eux. Il y a pas mal de dettes qu'on paye aujourd'hui, c'est nous. Ils viennent payer des dettes qu'on a données. Donc il n'y a qu'une honte à ça. Mais cependant, le RECAMP qu'on a fait, ça c'était le renforcement des capacités. Ce concept aussi a tenu et a été particulièrement important. Mais je pense que l'un comme l'autre, ce sont des moyens de renforcer, de nous aider. On ne peut que s'en féliciter. Vous avez parlé de votre expérience en Centrafrique. On peut dire également que dans le cadre de l'ECOMOG, le Mali était l'un des principaux fournisseurs de militaires. Parfaitement. Oui. Le Mali a fait la Sierra Leone. Nous avons fait le Libéria. Nous avons fait tous ces pays. Et moi-même, je suis parti au nom du Mali en Centrafrique où je suis resté 2 ans et demi. Je suis revenu avec toutes les médailles qu'on pouvait donner du Tchad, de la République centrafricaine, du Gabon. Pour les soldats, c'est les médailles qu'on nous donne. Tant mieux aussi. Je les ai accrochées chez moi à la maison et je vais les remettre à mes petits-enfants un jour. Donc c'est pour vous dire que la récompense d'un soldat, c'était ça. Alors vous avez parlé de ce qui vous a un peu gêné, qui n'a pas pu aboutir, mais quelles peuvent être considérées comme vos grandes satisfactions? Mais ma grande satisfaction, c'est qu'à un moment, Salif, j'ai souhaité me présenter aux élections présidentielles et tous les partis, c'était pas mon ambition, c'était pas d'être président. J'ai fait la transition dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça que lorsque je vois tout le monde courir derrière la transition aujourd'hui, je suis surpris. Autant de Mimba là-haut. C'est pas facile. Et moi, vraiment, s'il y a un point où j'ai souffert, et énormément souffert, c'est la transition au Mali. Mais le plus important aussi, c'est que nous les avons amenés au bon port. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient, on ne refait pas le Mali avec la transition. Mais ce qu'on fait avec la transition, c'est d'aider à finir la transition. Et finir la transition, c'est de mettre un président démocratiquement et convenablement élu. Et cela est important. En 2002, j'ai souhaité, après l'appel de Dakar, il y a des cadres de Dakar et bien d'autres cadres maliens que je ne citerai pas. On fait une lettre, ils m'ont envoyé pour me demander, nous pensons que tu dois être candidat. Ah, j'ai dit, ben, je n'étais pas préparé à ça. Il dit, réfléchis. J'ai décidé, j'ai fait un programme. Et à l'époque, le programme s'appelait Demain le Mali. Qu'est-ce que le Mali va devenir demain? Et lorsque j'entends des gens dire aujourd'hui qu'on veut Mali couvert là, j'ai dit que moi j'en avais passé aussi. Et après maintenant, en 2007, lorsque je devais reprendre, à ce moment j'étais plus aguerri, c'est là que j'ai mis le programme de développement économique et social.
Donc c'est à partir du moment où tout a commencé. En 2002, le Mali n'était lié par le bitume que sur 3 pays. Et en 2012, c'est pratiquement à part l'Algérie qui avait l'axe sahélo-sahélien, tout le reste était bitumé. Que ce soit Bamako, Côte d'Ivoire, Burkina, la Guinée, tout a été bitumé. C'est ce qui prouve quand même que malgré nos insuffisances, nous avons eu également des progrès extrêmement importants. Je parlerai, Salif, des ponts. Nous avons fait le pont de Wabaria. Le jour de l'inauguration du pont de Wabaria, le chef de village de Wabaria m'a dit « Ça fait 100 ans qu'on parle de ce pont. » J'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est la réalité, le pont est fait. Mais cela a permis. Parce que si tu prends le fleuve Niger, divise le Mali. Mais lorsqu'on a mis le pont, pour une fois, on a rattaché la rive droite à la rive gauche. Et c'est à partir de là également que nous avons continué la route sur 200 km entre Gao et Labzanga, Niamey. Et ça également est bon. Le 3e pont de Bamako, c'est un cadeau de nos amis chinois. C'est l'occasion également de dire que nous avons appelé ce pont le pont de l'amitié Mali-Chine et le dire également combien nous sommes redevables à ce pays ami qui a été toujours à nos côtés et qui a tout accepté. À un moment, lorsqu'on me demandait de demander quelque chose à la Chine, j'ai dit je refuse. Tout ce qu'on a demandé à la Chine nous l'a donné. J'ai dit ben maintenant ça suffit, moi je n'irai plus rien demander. Donc vous dire que tout le plaisir qu'on a, les vastes programmes d'infrastructures également énergétiques, Sapom, Balingué, Felou, les différentes interconnexions, l'Amadère qui a fait un travail important. Pour le résumer, à ceux qui aiment les chiffres, en 2002, on avait 145 mégawatts installés. En 2012, on avait 425. Je donne les chiffres pour dire combien nous avons évolué et qu'est-ce que nous avons réussi. Et là également, ça m'amènerait à parler de l'eau. C'est peut-être notre plus gros succès que malheureusement les gens n'ont pas retenu. À l'indépendance en 1960, on était à 2% d'eau potable. Au coup d'État, en 2012, on était à 73%. C'est-à-dire que nous avons dépassé l'objectif du millénaire. Mais les gens ne savent pas ou ils l'oublient. Et je pense que c'est là extrêmement important. Je voudrais rappeler un petit souvenir. C'est Soumaïla Cissé. C'est un ami. C'est un frère. On a fait tous le collège de Mofi ensemble là-bas. Donc on se connaît bien. Mais c'est pour dire également que j'ai une pensée profonde pour lui. Son épouse Asta, une sœur. Ses enfants Bokar et ses cadets. Savoir et les dire surtout que quelle que soit la difficulté qu'ils vivent, nous la partageons avec eux. Soumaïla n'est pas pour eux seul, père ou mari. C'est notre frère, c'est notre promotionnaire. Et nous avons grandi ensemble, on ne l'oublie pas. C'est dur, je connais cette zone. Et encore, j'ai vu comment est-ce que les choses se passent dans cette zone. Mais je voudrais leur dire et les rassurer que nous n'épargnerons aucun accord. Aucun effort ne sera épargné. Et je féliciterai toujours Soumaïla, le remercier pour les 400 forages qu'il avait donnés à notre pays lorsqu'il était président en exercice de l'UMOA. Mais comme je disais, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, c'est lorsque je suis parti au département d'État américain. Pour la signature de l'accord du Millennium Challenge pour le développement. Pour la signature de l'accord du Millennium Challenge. Ce jour, ça a été peut-être l'un des plus beaux souvenirs. Ce n'était peut-être pas le plus utile. Mais j'étais fier de ce que nous avons obtenu. D'abord, le Millennium Challenge est un programme global à compte. C'est un programme mondial. Et sur ce programme mondial, le Mali était le 9e pays retenu. Et on a été retenu grâce à nos particularités et surtout à nos succès. Contrairement à ce que les gens disent, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas vrai. Dokera, Abedemage, ça également, il faut falloir qu'il accepte. Mais qu'est-ce qui est parti? C'est 277 milliards que les États-Unis ont mis cadeau à notre disposition. Nous avons fait à la Tona, avec tout ce que cela a représenté du village millénaire, et d'autre part également, c'est avec ça que nous avons fait l'aéroport de Bamako. Et que nous avons pu pousser jusqu'à 3200 mètres. Donc, des efforts extrêmement été faits. Le jour que je suis parti, le Mali était le 9e pays au monde à bénéficier du programme et le 3e en Afrique. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que depuis que nous sommes partis, depuis le coup d'État de 2012, le Mali a été effacé du programme. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre l'argent gratuitement
Et j'entends que tout simplement un pays voisin côté qui vient d'avoir 500 milliards. Parce qu'il y a beaucoup de critères qu'on ne remplit plus, les critères économiques, les critères de respect des droits de l'homme, de démocratie, voilà, il y a énormément de critères. Ils évaluent eux-mêmes. Évidemment, moi, si tu me demandes, je serais plus complaisant. Mais eux, ils ne sont pas complaisants. Ils ont dit que pour les critères démocratiques, les critères des droits de l'homme, les critères de la gestion, les critères de gouvernance, vous ne remplissez pas les conditions. Si tu ne remplis pas, on te barre. Et si tu fais un coup d'État, on t'efface. Donc c'est là également, Salif, est extrêmement important. Vous avez parlé tout à l'heure de la transition, la difficulté que vous avez eue. Ça a été 18 mois, pas très facile pour vous? J'ai fait 14 mois. 14 mois, oui. Pas facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je vois les gens se battre à raconter des choses, j'ai dit, non, je crois que nous sommes en train à la croisée des chemins. Quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Il va falloir qu'on réussisse. Nous n'avons pas besoin d'aller apprendre à qui que ce soit ce que c'est qu'une transition. Nous avons fait une transition qui a fortement réussi avec celle du Bénin. Et nous sommes prêts à donner des leçons. En avoir, oui, on peut toujours apprendre chez les autres. Et c'est là aussi, dans une certaine limite, est importante. Je pense que ça également, il va falloir qu'on tienne compte. Alors, sur les 60 ans d'indépendance du Mali, Monsieur le Président, presque la moitié du parcours a été réalisé sous le multipartisme. Vous êtes un des acteurs de mars 1991. Quel bilan politique aujourd'hui dressez-vous de la démocratie et de la gouvernance au Mali? Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Salive, si j'ai dit que tout a été parfait, les gens me diront qu'ils se foutent. Surtout les Koulibaly et les Keïta, là, ce type-là, il est complètement fou. Et en partie, c'est vrai qu'ils se foutent. Parce que ce n'est pas vrai. Nous avons fait des efforts. Nous avons eu des réussites. Nous avons fait des échecs. Nous avons eu des regrets. Le plus important, c'est de reconnaître nos regrets et de les répandre. Je vais vous dire une chose. De 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas une gloire. Il y a eu 4 coups d'État. Et je suis très mal placé pour en parler. J'en ai fait et j'en ai suivi. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par les coups d'État que nous allons sortir notre pays du gouffre. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Mener les débats à partie et laisser les militaires venir régler notre problème, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas leur rôle à eux. Et nous également, nous ne devons pas être aussi carents de ne pas pouvoir mener un débat où nous devons trouver des réponses politiques aux questions politiques. Mais lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Certains me diront, mais pourquoi il a dit ça? Je le dis, je l'assume. C'est mon pays. Et je pense que si nous ne disons pas la vérité, il faut que d'autres le disent. Là également, j'en suis. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, Salif? Nous avons été obligés de voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'on a compris nos insuffisances. Nous n'avons jamais voulu assez qu'on modifie la Constitution. Je me rappelle à la transition, j'étais même président des sciences. Donc il y a 2 choses sur lesquelles j'ai dit je ne marche pas. On a parlé de désobéissance civile. J'ai dit moi je ne comprends pas, je suis un soldat. J'ai passé toute ma vie, on m'a dit d'obéir, et vous venez me dire désobéissance. N'est-ce pas? Mais le groupe qui le demandait avait ses raisons, et ils étaient plus nombreux, et démocratiquement, ils ont gagné. Mais cependant, il y a le deuxième volet qu'il y avait, c'était de voir qu'est-ce que nous pouvons corriger. C'est à ce moment que j'ai pris contact avec Daba Diawara. Un cadre, vraiment, l'un des meilleurs qu'on pouvait avoir dans le domaine du droit et dans ce domaine précis. J'ai dit Daba, il faut qu'on mette un groupe en place. Et il va falloir, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés dans la gestion démocratique que nous sommes en train de mener. Si on ne les corrige pas, un beau jour, ça va nous créer des problèmes. Et je pense que cela est important, il faut que nous l'acceptons. On a pris un groupe d'à peu près une vingtaine, trentaine. Ils ont travaillé pendant près d'1 an et demi. Et on a reconverti ça avec ce qu'on a appelé le CARI à l'époque. Et dans le CARI, c'était de voir certains points extrêmement importants. L'un des points les plus importants, c'était quoi? La réforme des institutions. Les partis politiques également qu'il fallait revoir. La charte des partis, le code électoral. Il fallait également qu'on essaie de voir également quelque chose, les élections. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la mauvaise organisation de nos élections. Et vous avez vu le dernier que ça nous a monté comme tort. Nous avons demandé que désormais, les documents sont prêts. Si demain, Salif, je devais rendre service à ceux qui vont gérer notre pays, je les dirais, prenez ces documents. Pratiquement, ils ont réfléchi pendant 3-4 ans. Il y a 233 propositions. Et sur les 233 propositions, on n'a retenu que 30. Inspirez-vous de ça.
Ils ont été sans complaisance. Je pense que si on avait lu et on avait corrigé ce point, on ne serait pas. Et dans ça, je vous dis, il y a ce qu'on a appelé à l'époque la gestion des élections. C'est-à-dire on allait mettre en place un organe indépendant pour l'organisation des élections. Tout. On ne va pas s'éparpiller. Mais on ne peut pas comprendre. Moi, en 2002, lorsque j'étais candidat, c'était la CENI qui s'en occupait. En 2007, lorsque j'étais candidat, c'est la CENI qui s'en occupait. Après, en 2013, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais retenez une chose. Tant que le ministère organise, le gouvernement en place ne perdra jamais. Et il faut qu'on ait le courage de nous le dire. Et si on voit aujourd'hui le problème qui nous arrive, l'un de nos dérapages est venu de là. Il faut un organe correct, équipé. Cet organe a ses démembrements jusque dans nos arrondissements. Et à l'extérieur également, auprès de notre diaspora. Il va falloir qu'au sein de tout ça, qu'on puisse rassembler, qu'on mette des gens, ils sont 15 qu'on a retenus et proposés. Donc moi je pense, ce document qui a été fait à l'époque est une bonne. Il parle de l'organisation des élections, il parle également de la société civile et il parle de l'amélioration et la protection des droits et des libertés. Ça dit. Il n'y a pas longtemps que j'ai lu ce livre. J'ai dit si j'avais le temps, j'allais courir jusqu'à la salle pour dire voilà un document d'appui. Et ceux qui vont avoir le accord avec gérer le Mali de même, s'ils me demandent un conseil d'ancien ou de vieux, je les dirai prenez ce document. Il y a la réponse de pas mal de questions que nous avons. Et je pense que le document de travail qui a été fait est correct. Et l'une des plaies de notre démocratie également, c'est la corruption et le népotisme, hein, dont on parle beaucoup, la lutte contre la corruption, qui tarde encore à produire ses effets. Salif, moi lorsque je suis venu, c'était l'un des points que je visais. Ça me permet d'ailleurs de dire à mes cousins, Koulibaly, il faut rectifier quelque chose. Quoi, t'étais quoi? Comme on a mis, moi, il faut n'être d'où même, on a d'où fanade. N'y faut de monter dans mon la molade, gants 5 ans. Si la justice te condamne, moi je te condamne. Mais sortir à la télé ou sortir dans les journaux pour accuser des pères de famille et tout, je dis que je ne suis pas pour ça. Moi, je ne prends pas et je ne laisserai personne prendre non plus. Quand tu étais à fond, il faut data. Donc, à fond de quand l'État fait père de famille, la molère. Non, ni père de famille, donc il va falloir qu'il explique. Parce que certains Koulibaly continuent à raconter, même l'autre jour, j'écoutais à la radio, quand tu étais à fond, donc, Salif, cela est extrêmement important. Pour lutter contre ça, lorsque je suis venu aux affaires, j'ai mis en place le vérificateur général. Le vérificateur général, lorsque nous avons quitté, il y avait 2 pays en Afrique qui allaient dans ce sens. Nous sommes partis en Éthiopie pour leur demander ce qu'ils faisaient. Nous sommes partis au Rwanda pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et le Canada, parce que le vérificateur général est un concept canadien, qu'on dit nous vous accompagnons et on vous aide à tout pour mettre tout ça en place. On avait bien commencé. Il y a eu quelques petits dérapages. Mais je me suis dit qu'il fallait un peu de temps et de maturité pour qu'on maîtrise mieux. Et cela était extrêmement important et c'était un outil. Mais lorsqu'on est parti dans certains pays, c'est ce qu'ils nous ont dit, vous êtes trop audacieux. Comment est-ce qu'on peut confier pendant 7 ans à des hommes, triés sur le volet, soit-il, pour qu'ils s'occupent du problème de la lutte contre la terreur? Nous pensons que c'était trop. En tout cas, nous, on ne vous suit pas. Les 2 pays qui n'étaient pas loin de nous, c'était l'Éthiopie et le Rwanda. Mais ça, c'était un instrument qu'on avait. Mais au-delà de tout ça, Salif, la lutte contre la corruption, ça prend depuis l'école. Nous, lorsqu'on était dans les petites classes, on avait 2 exercices classiques. Instruction civique et morale. On nous apprenait. Et même les petits livres qu'on nous donnait, c'était toujours, l'histoire tournait toujours à la punition d'un voleur ou d'un menteur. Et mettait en exergue les vertus. C'est un livre. Lorsque nous voulons lutter contre la corruption, ça commence en famille d'abord, dans l'éducation familiale. Plus tard, on remonte à l'école. Et plus tard, on remonte dans les quartiers. Et plus tard, on forme. Mais aujourd'hui, tout le monde veut réussir tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, vous avez parlé de votre voyage aux États-Unis dans le cadre du Millennium Challenge. Et au cours de ce voyage, sur le chemin du retour, vous êtes passé par Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, où vraiment le Mali a été sérieusement félicité. Donc le Mali, c'était l'exemple, c'était la vitrine de la démocratie. Mais par la suite, le Mali est devenu l'anti-modèle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il faut dire quelque chose. Certains de mes Koulibaly vont dire, mais ce type-là, il parle trop de lui. Mais je le fais, uniquement pour le gêner. Mais le problème fondamental qui est là, Salif,
En 2002, moi, je me suis présenté comme candidat indépendant. Est-ce que c'est normal qu'un candidat indépendant vienne gagner nos élections? Partitable, fouillable. Qui s'y retrouve dans l'Anganaka, qu'un candidat ait gagné les élections? Dès lors, on aurait dû comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parlerai pas des partis politiques que je respecte et qui, certains d'entre eux, ont fait, eux, aussi bien anciens qu'actuellement, ont fait un travail remarquable. Mais ce n'était pas normal qu'un candidat indépendant vienne gagner les élections, fut-il à traiter. Et pourtant, je suis venu, j'ai gagné 2 fois. Et je suis content d'avoir gagné. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Un indépendant, chez nous, avec tout ce qui a pu être fait comme lutte, un indépendant n'aurait pas dû gagner. Mais cependant, c'est fait. Ils avaient une confiance. Parce que le vote, c'est la confiance. Et lorsque vous êtes investi d'une certaine confiance, ils vous font confiance, ils vous prennent. Donc, Salif, ce point est un point sur lequel nous devons tenir compte. Ce qui veut dire que quelque part, et sur certains aspects, les choses n'ont pas marché comme on le souhaitait. Et aujourd'hui, il faut que nous ayons tout simplement le courage de revoir les choses. Ensuite, les mentalités ont changé, Salif. Imaginez-vous, avant qu'on dise quelqu'un a volé ou il a corrompu, mais c'est la croix et la bannière. Mais aujourd'hui, les gens sont pressés. Dès qu'ils commencent à travailler, il faut la voiture. Où est-ce qu'il va lever cet argent? Ensuite, d'autres parlent de l'impunité. Les gens font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Mais tant qu'il y aura l'impunité, il y aura la corruption. Je crois que là, pour aller dans ce domaine, c'est l'exemplarité qui compte. Salif, si on m'amenait pour dire qu'il y a de vous, des nouveaux, nos enfants, nos jeunes, vont être des chefs d'État, quel est le conseil que tu vas leur donner? On n'a pas besoin d'avoir tous les diplômes de l'école normale supérieure ou de l'école des ingénieurs du Mali, ou bien notre belle école, de l'école de médecine, que tout le monde nous envie pour être président. Non. Le point le plus important, c'est de pouvoir avoir certaines qualités. Et parmi les qualités qu'on doit avoir un président, c'est d'abord l'exemplarité. Tu ne vas pas t'asseoir, regarder les gens en face pour dire que personne ne vole plus, or on vole dans ta famille. Et tu vas convaincre. Lorsque tu fais, on dit, mais tu as beau dire ce que tu veux, mais règle chez toi d'abord à la famille, à ce moment on verra. Donc l'exemplarité est l'un des premiers points. Et le deuxième point, Salif, c'est la retenue. Si je devais donner une deuxième leçon, je dirais aux jeunes, c'est la retenue. Et retenue dans ce que vous dites, et retenue dans ce que vous faites, et retenue également dans vos actions. Si vous arrivez à maîtriser ces deux, parmi tant d'autres, vous serez peut-être sur le bon chemin pour être un bon élève président. Est-ce que finalement le vrai problème du Mali, ce n'est pas la disparition de l'autorité parentale? Parce que dans la famille, il n'y a plus d'autorité. Avant, les grands-parents, après le dîner, racontaient des histoires, des contes, et ça se terminait toujours par des leçons de sagesse. Mais aujourd'hui, dans les familles, c'est la télévision qui éduque les enfants. Salif, le premier chant que j'ai appris, les coqs chantent les jours pareils. Vous savez qui m'a appris ça? Ma grand-mère. Et Dieu sait qu'elle n'a jamais été à l'école. Elle était à Sévaré à l'école normale. On chantait. Le coq chante les jours pareils. Et tout petit, là, elle m'amène, elle me chante ça et je répète. C'est ma grand-mère qui m'a appris à chanter le coq. Mais là encore, on était 4 millions. Aujourd'hui, nous sommes 15, peut-être même 20 ou 18. Mais il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui peut jurer que ses enfants ne lui ont pas échappé. On ne contrôle plus rien. D'abord avec l'âge, avec le monde, avec les nouvelles technologies et tout. Avant, on affichait partout, interdit à moins de 18 ans. Maintenant, tu perds ton temps. Tu racontes tes histoires, les enfants, ils vont prendre leur comme ils le disent, leur tablette, leur téléphone, leur smartphone. Ils peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que quelque part, il y a des choses qui ont changé. Mais je suis d'accord avec vous. La pression familiale était nettement plus importante chez nous, à notre temps, que maintenant. Maintenant, non. On n'a plus les moyens de pouvoir convaincre ces enfants. Et il y a des parents également qui ont démissionné. Il faut reconnaître. Et ensuite, il y a le quartier, le coin du quartier, la ville, l'école, ils ont pris. Vous allez voir dans certains coins où les dealers et les vendeurs de drogue, où est-ce qu'ils vont? Dans les écoles où les parents payent le plus. C'est là-bas qu'ils s'asseyent et c'est comme ça qu'ils commencent à démarcher les enfants et ils les tournent de tous leurs objectifs possibles. Ça également, je l'ai vu et c'est un mal extrêmement important. Je suis d'accord, nous les parents, nous avons une responsabilité, mais il faut que nous acceptons. Mais je crois que le problème nous échappe. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, si on vous demande votre parcours, vous avez un fabuleux parcours, si on vous demandait de le résumer à un moment précis, lequel serait-il? Salif, nous avons fait énormément de choses, mais nous n'avons pas pu tout faire. Nous avons fait des erreurs aussi et des fautes. Nous ne sommes pas super-hommes ni rien du tout. Mais il y a un problème fondamental qu'il faut retenir, Salif. Lorsque je m'assois,
je me suis dit que j'étais convaincu que vous allez me poser cette question. Il fallait que je me prépare. Mais je n'ai pas pu trouver la réponse. Tellement ce qui a été fait est divers. Chacun a son truc. Mais je pense que c'est l'une des plus belles réalisations que nous avons faites pour ce pays, c'est l'assurance maladie obligatoire. Les gens oublient très souvent que l'assurance maladie obligatoire est une revendication syndicale. Et il faut saluer ces syndicats qui nous ont obligés. Un beau jour, l'INTEM et certains partis et syndicats sont venus me dire ça fait partie de nos revendications. J'ai dit ça tombe bien, il dit pourquoi? J'ai dit parce que je suis pour qu'on mette ça et que cela soit élargi à vous, à votre épouse, à votre père et à votre mère. C'est ce qui fait la particularité de l'assurance maladie obligatoire au Mali, la CANAM et tout le reste. Si on me disait qu'est-ce que tu as le plus apprécié, je dirais que c'était l'assurance maladie obligatoire et la CANAM. Mais avant que la personne ne sorte, je vais dire qu'il y a un autre point, il dit quoi? Les logements sociaux. Lorsque j'ai donné les clés à des pères de famille ou à des veuves qui pleuraient pour me remercier, ou si je vais actuellement dans la ville de Bamako, il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire tu sais que tu as fait une bonne chose. J'ai dit quoi? Les logements sociaux, là. On me dit ça fait plaisir. Donc, si on me dit de classer, je n'arrive pas. Mais comme ça, comme vous me posez, il faut que je réponde. Je pense que la plus grosse fierté que j'ai, c'est l'assurance maladie obligatoire. Parce que moi-même, j'ai ma carte. Et si je me rends compte qu'avec ça, je peux soigner mon père, malheureusement qui n'est plus là, et je peux soigner ma mère aussi, qui n'est plus là non plus. Mais c'est déjà un acquis. Mais d'autres, leurs pères et leurs mères sont là, et ils peuvent le faire. Et ensuite, j'ai un hôpital. Salif, lorsqu'on faisait mon discours de cinquantenaire, je me suis rendu compte que le Mali de l'indépendance jusqu'en 2010 n'avait jamais construit un hôpital. Contrairement. Mais j'étais surpris. J'ai dit comment? Le type m'a dit, ben, les infrastructures, il n'y a pas un hôpital que le Mali a construit. Le dernier hôpital qui a été construit, ça a été fait chez toi. J'ai dit lequel? L'hôpital de Mopti, Somine Dolo. Et il a été construit en 59-60. J'ai dit quoi? Mais, Salif, lorsque plus tard j'ai été inauguré l'hôpital national de Sikasso, je n'ai pas inauguré l'hôpital national du Mali, c'est le président Ibeka qui l'a fait et qui a tenu vraiment à me dire un mot très gentil et je le remercie. Et lorsque je suis retourné pour aller inaugurer l'hôpital de Yirimadio, et nous avons réhabilité le Point G, réhabilité Gabriel Touré, réhabilité Kati. C'est là que je me suis dit, tout compte fait, ceux qui disent qu'on n'a rien fait là, ils se trompent. On n'a pas tout fait, mais on a fait beaucoup quand même. Alors, on a parlé des 60 ans du Mali, oui. Et à l'horizon 2080, ça sera les 60 prochaines années. Comment vous voyez le Mali dans les 60 prochaines années à venir? Salif, nous n'avons pas le choix. C'est à vous, nos enfants, que le Mali reviendra. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit quelque chose à certains. J'ai dit, nous ne pouvons pas faire notre Mali et faire le Mali de nos enfants. Le prochain Mali qui va s'engager là, c'est le vôtre. Et vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Vous devez nous battre. Vous êtes plus instruits. Vous êtes mieux préparés. Et vous n'avez pas le choix. Mais moi, j'ai en tout cas un souhait. Je ne maîtrise pas les jeux de Kouri pour dire que je vais dire ce qui va se passer au centenaire. Mais je suis convaincu que le Mali a des atouts extrêmement importants. Nous avons 65 millions de terres aménageables et cultivables. Nous avons les 3 ou 2 grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toutes les conditions. Et surtout, ce qui est important, nous avons le génie malien. On est loin d'être bête. Et je suis convaincu que Salif, le Mali prochain, si un jour un président élu, je lui dirai, moi, je te donne un conseil. L'or et tout ça, là, c'est très beau. Mais ce qui est le plus important pour nous, là, c'est l'agro-pastoral. Le problème de demain, ça ne sera pas l'or. Ce n'est pas d'être beau. Le problème de demain, c'est manger à sa faim. Et le Mali a les atouts pour ça. Et je suis sûr et certain que vous, qui viendrez, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. Vous allez l'améliorer. Est-ce que nous serons là pour vous féliciter? Ou nous ne serons pas là? Mais dans tous les cas de figure, quel que soit le lieu où on est, nous aurons toujours l'esprit vers vous. Et quand vous étiez président, vous aviez vos habitudes. Souvent, vous arrivez à s'aimer même votre sécurité pour aller au contact des Maliens au plus près. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le temps d'aller causer avec les Maliens un peu partout? Oui, mais par contre, j'ai plus de problème maintenant que lorsque j'étais président. Lorsque j'étais président, j'avais ma garde. Maintenant, je ne peux même pas aller acheter quelque chose au marché. Je me retrouve avec complètement pris. C'est ça la récompense. Ils ne m'ont pas donné de l'argent, ils ne m'ont pas donné de l'or, ils n'ont rien donné. Mais c'est la sympathie des Maliens, l'affection qu'ils ont pour moi et la confiance qu'ils ont à donner. Ils viennent jusqu'au Bengamobli et Redaïle. Alors, comment tu te portes de tout là? D'abord, il faut dire que lorsque j'étais présent, je me suis
dégager une ligne. Je ne serai pas prisonnier de mon métier. J'ai été moi-même président de la garde présidentielle, j'ai géré et j'ai été à la garde du général Moussa Traoré. Et sa garde présidentielle, je l'ai commandée pendant près de 8 ans. Donc je sais en quoi ça ressort. Et je sais quelles sont les contraintes qu'un président a vécues. Avant d'arriver à cette fonction, j'ai fait tout. J'étais commandant de la garde présidentielle du président Moussa, qui a eu l'honneur de me faire confiance et de me mettre jusqu'aux événements de mars 91. Mais la vie est celle qu'elle est. À un moment ou à un autre, on décide. Mais cependant, Salif, ce que je retiens est important. J'accepterai tout sauf d'être mis en prison. Il faut que je sois libre de mes bonnes paroles et tout. Je ne suis pas obligé de dire tout ce que je veux, parce que la retenue est l'un des meilleurs sentiments que puisse avoir un homme qui a une certaine responsabilité. Mais cependant, si je ne peux pas aller où je veux, je préfère quitter. Maintenant, je suis libre. Je vais où je veux. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais c'est que j'essaie le mieux faire. Il dit quoi? J'ai dit, rien du tout. Je suis dans mon bureau le matin, l'après-midi, je suis à la maison. J'ai fait une salle de sport à la maison en tant que vieux commando. Je continue à tirer les muscles. Et je crois que Salif, la vie, ce n'est que ça. Mais lorsque tu as fait ton temps, Salif, ça s'est arrêté. L'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien, Monsieur le Président. Je vous remercie de nous avoir reçus et d'avoir partagé ces souvenirs et ces expériences avec nous. Et nous vous souhaitons une très bonne continuation. Salif, en tout cas, je voudrais saluer toute l'équipe des jeunes qui étaient tout comme je ne dirais pas tout petits, ils vont me regarder. Bon, mais non, donc, vu toute l'évolution que vous avez faite en tant qu'aîné, je vous souhaite bonne chance. Ensuite, grâce à ton talent et tout le reste, je me demandais, parce que 2 jours j'étais malade, comment faire. Vous m'avez reculé. Mais Salif, j'avoue que la manière dont vous avez réintroduit et repris le truc en professionnel, je suis convaincu que les gens diront ce qu'ils veulent. Surtout que j'ai dit des mots. Certains m'appelleront pour me dire, mais pourquoi tu as dit ça? Mais je vais le dire, moi je dis et je l'assume. Moi, c'est pas mon problème. Donc, Salif, vous remercie du fond du cœur. Et tous mes voeux vous accompagnent. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'ORTM pour d'autres événements de ce genre. Merci et à très bientôt.